Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nutritionniste assez reconnu, Anthony Berthoud. Bonjour Anthony. Salut Johan, merci pour ton invitation. Merci à toi d'intervenir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement, parler un peu de ton parcours et de qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans la nutrition? Oui, alors, donc Anthony Berthoud, je suis nutritionniste. Ce qui m'a amené à la nutrition, en fait, c'est une passion au départ pour le sport et très vite pour la nutrition. C'est-à-dire que c'est vers 12-13 ans, je me mettais à lire des livres de nutrition, là où d'autres s'intéressaient peut-être à des sujets plus communs. Et j'ai fait partie de l'équipe de France junior de triathlon. C'est comme ça que je me suis intéressé au sujet de manière plus pointue. Et puis j'ai décidé d'en faire mes études, mon métier par la suite. Donc j'ai suivi pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques, avec un tropisme essentiellement dans l'endurance au départ, mais dans pas mal d'autres disciplines par la suite. Je suis parti enseigner notamment en Suisse, donc à l'école polytechnique de Lausanne, sur les projections 2050, donc tous les enjeux systémiques autour de l'alimentation. C'est-à-dire pas que nutritionnel, mais aussi écologique, géopolitique, sanitaire, etc. Je suis revenu en France il y a quelques années, où j'interviens toujours à l'université et à travers un organisme de formation que j'ai créé qui s'appelle la nutrition positive. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la plupart de mon temps est dédié à l'enseignement. Je garde toujours des patients, mais malheureusement, j'ai plus suffisamment de temps pour le faire autant que je le souhaiterais. Et puis, je travaille également sur un algorithme d'accompagnement justement des professionnels de santé à la gestion de la nutrition en cabinet. Voilà, pour faire simple. Quel diplôme tu as passé pour devenir nutritionniste et en parallèle, est-ce qu'il y a des formations qui ne permettent peut-être pas forcément de devenir diététicien ou nutritionniste, mais des formations que tu recommanderais? Voilà, deux questions en une. Oui, ouais. Alors me concernant, j'ai commencé par diététicien nutritionniste parce que c'est le diplôme qui est reconnu en France aujourd'hui à ce niveau-là. Et il faut savoir que je commence à vieillir un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait mes études il y a pas mal de temps et à l'époque, c'était avant la réforme LMD, licence, master, doctorat. Et donc, il y avait une formation complémentaire sur 4 ans à la faculté de médecine à Nancy, qui permettait vraiment de rentrer en détail dans notamment la physiopathologie nutritionnelle, beaucoup plus que ce que permet le diplôme de diététicien aujourd'hui. Donc, j'ai complété par ce cursus-là. J'ai fait pas mal après de ce qu'on appelle des DU, des diplômes universitaires. Et c'est vrai que ta question est une très bonne question parce que le sujet de la nutrition aujourd'hui alors intéresse beaucoup et ça, c'est très bien. Mais on a un parcours universitaire de formation qui, à mon sens, mériterait d'être précisé, d'être structuré et plus approfondi, parce que le diplôme de diététicien est, je dis souvent, nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il va apporter un certain nombre de bases et c'est très bien. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas, notamment au regard de la littérature récente au niveau scientifique. Et c'est vrai que si la personne, donc le professionnel en tant que diététicien, s'intéresse au sujet et se forme à titre personnel, je dirais que c'est tout à fait adapté. Malheureusement, voilà, c'est pas ancré dans le cursus initial. Donc à ta deuxième question de savoir est-ce qu'il y a une formation aujourd'hui autre que diététicien, c'est ça, tu m'as dit, qui serait. Ouais, bah quelque chose de complémentaire justement. Oui, et ben, voilà, tu dis le mot qui me paraît très bien, qui est complémentaire. C'est exactement ça. Ça ne le remplacera pas parce qu'encore une fois, le diplôme de diététicien nutritionniste est le seul reconnu. Donc, c'est beaucoup plus en complément, effectivement. Et alors, je vais forcément être subjectif parce que j'ai mon organisme de formation, puisque mon travail, c'est de proposer des formations qui complètent justement ce type de formation initiale. Après, il y a pas mal de diplômes universitaires, donc ça dépend de l'orientation qu'on veut donner.
Si tu es plutôt orienté nutrition du sport, plutôt micronutrition, plutôt évolutionnisme, plutôt écologie. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont vraiment moi dans mon cœur de sensibilité. Donc je pourrais conseiller en fonction d'une thématique, mais je ne pourrais pas te proposer une formation systémique, entre guillemets, si ce n'est la propre formation que je propose, parce que je l'ai faite justement, parce que, à mon sens, ça n'existait pas. C'est-à-dire que j'interviens toujours donc, en université et dans des formations qui sont initiales, soit initiales, donc en licence, master ou autre, soit dans des formations continues, mais avec un angle très universitaire, très fondamental, très souvent. Et les professionnels ont besoin de pratiques, de cas cliniques, de concrets. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'en fait, au départ, est née l'idée de se dire je vais faire une petite dizaine de journées complémentaires en fait, à ce qui peut être proposé à titre universitaire. Et puis, chaque année, j'ai rajouté 10-12 jours. Donc, c'est passé de 8 jours à 12 jours, à 24 jours, à 36 jours, à 40 jours. Et là, aujourd'hui, c'est une formation qui se développe sur plus de 2 ans et demi sur un format dit blended learning. Donc, on associe du e-learning, des classes virtuelles et du présentiel. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve ta question intéressante par rapport à l'expérience que j'ai vis-à-vis de mon propre organisme, c'est que il est né en fait de ce constat, de se dire comment on Mmh. peut compléter en fait une formation initiale, soit de diététiciens nutritionnistes, soit de personnes qui sont professionnels de santé déjà et qui ont envie justement d'intégrer des conseils quand je dis de premier niveau, et donc essentiellement à titre préventif ou dans le sport par exemple, en périphérie de leur propre activité principale, que ce soit des médecins, des kinés ou autres. Donc voilà. Ok. C'est dans quelle université que tu interviens? Alors moi j'interviens sur plusieurs universités, ça dépend si on parle de formation initiale ou continue. Formation initiale à Rennes et à Angers, et sur les formations continues, donc essentiellement diplôme universitaire à Dijon, il y en a plusieurs. Il y en a un, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. J'interviens à Rennes aussi, mais dans le cadre d'un autre DU, à Angers dans le cadre d'un autre DU également, et Ok. au diplôme universitaire de Poitiers sur micronutrition et sport, qui était géré jusqu'à présent par Denis Richer. Et donc depuis cette année, c'est un nouveau DU sur lequel j'interviens, par exemple, quoi. Ok. Super intéressant. Est-ce que pour introduire de manière assez du coup générale ce thème de la nutrition, est-ce que tu pourrais nous définir, selon toi, qu'est-ce que la nutrition et ta manière de la voir au sens assez large? Je te laisse carte blanche, c'est vraiment ta vision, ta philosophie à toi. Ok, carte blanche pendant combien d'heures? Parce que c'est le sujet. Non, j'en plaisante, mais ta question est intéressante parce que là aussi, pour moi, c'est un petit peu le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on a une vision très réductionniste aujourd'hui de la nutrition, et notamment, on parlait de diététique tout à l'heure, souvent une vision qui peut être très calorique, très énergétique. Et c'est parti d'un constat qui est de se dire qu'effectivement, des nutriments peuvent apporter une certaine quantité d'énergie, sauf que ce n'est pas leur rôle fondamentaux premier, notamment les protéines qui vont avoir des rôles structuraux, fonctionnels et pas du tout caloriques. Et pour autant, ça s'intègre dans la charge calorique d'une ration alimentaire, par exemple. Donc là, je caricature parce que fort heureusement, c'est pas le cas de la très grande majorité des personnes qui travaillent sur l'angle énergétique, mais c'est juste pour montrer que ça a des limites. Et est venue très vite la notion de micronutrition. Quand je dis très vite, c'est début des années 2000, où justement on s'est intéressé à l'impact sur la santé des déficits de certains micronutriments, vitamines, minéraux, et sur leur corrélation avec des troubles fonctionnels ou certaines pathologies. Et donc là, c'est une démarche qui, pour moi, et que j'ai beaucoup justement étudiée il y a une vingtaine d'années, qui est très intéressante, mais qui est complémentaire et qui ne se substitue pas à l'angle diététique, justement. Et moi, j'y rajoute, on va dire, la partie évolutionniste, c'est-à-dire d'où on vient d'un point de vue génétique, comment on a évolué au cours du temps, quel est notre capital et comment on peut faire en sorte de l'optimiser dans l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Et cette analyse permet vraiment de comprendre un certain nombre de déficits chroniques et assez communs qu'on a dans les populations occidentales, et les corrélations avec des pathologies chroniques et ces fameuses maladies dites de civilisation qu'on connaît bien. Et, et la partie écologique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quel modèle alimentaire résilient on peut proposer à long terme face à des enjeux qui sont collectifs, systémiques, et qui ne sont pas uniquement thérapeutiques, individuels ou de prévention, si on parle d'un individu également.
Et, j'y remets une autre couche qui va être la partie toxicologique, à savoir qu'effectivement, quand on croque dans un aliment, on a aussi des intrants, des contaminants, on a des composés qui peuvent être produits par la cuisson au cours de la conservation. Donc, mon approche, elle est la plus globale possible autour de ces enjeux. C'est-à-dire quelles recommandations on peut proposer, une recommandation qui va intégrer autant des aspects de santé que de contaminants, que d'écologie, de notions d'évolutionnisme, c'est-à-dire de personnaliser en fait les recommandations par rapport à notre propre capital génétique et les ethnies entre guillemets d'où on vient, pardon, au sens où en fonction des flux migratoires, on sait qu'on a eu beaucoup d'adaptations génétiques et ça peut amener à moduler vraiment des recommandations alimentaires de manière plus importante qu'on pourrait l'imaginer. Donc voilà, je fais un melting pot un petit peu de tout ça et c'est pour ça que j'aime bien cette expression de nutrition systémique ou de vision systémique de l'alimentation. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas un élément qui est plus important que l'autre. Parce que quand on mange un aliment, on mange en fonction de tous ces enjeux-là. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une recommandation qui soit la plus simple et la plus cohérente possible en fonction de ces différents critères, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais déjà, j'ai une première question qui me vient en fonction de ce que tu as pu mettre en avant. Le fait qu'on est influencé par nos antécédents ou tout ce qui va être d'un point de vue génétique, etc. Mm. Est-ce que la société dans laquelle on vit actuellement, qui est une société de consommation, est-ce que ça a pris ou est-ce que c'est pas en train de prendre le dessus par rapport à tous les éléments que tu as pu mettre en jeu qui influencent la manière de se nourrir? Mm. Alors oui, dans le sens où on est un peu coincé dans ce système sociétal aujourd'hui, ou alors on choisit de vivre en marge et on est justement considéré comme marginal dès que ça va être le cas. Donc on a besoin en fait de trouver des modèles qui tiennent compte de notre mode de vie moderne aujourd'hui euh, et, euh, et que ce soit la vie urbaine pour certains, que ce soit la gestion du stress lié au travail, la gestion des déplacements, etc. Donc, il y a deux solutions face à ça. C'est soit de se dire, on change complètement le modèle, soit on essaie de s'y adapter au mieux, tout en le faisant aussi évoluer quand même au maximum. Et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui des mismatch hypotheses, c'est-à-dire la, la théorie de la désadaptation évolutive, c'est-à-dire en clair, comment des évolutions génétiques qui nous ont aidés au cours du temps se retournent contre nous aujourd'hui par rapport au mode de vie justement qu'on applique et notamment la vitesse à laquelle on réalise ces modifications. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques décennies, on a complètement bouleversé notre mode de vie. On est passé d'un mode actif à un mode de plus en plus sédentaire, sans parler de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du paléolithique ou autre, mais simplement à l'échelle de 2-3 générations. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sédentaire. On a des pollutions, des contaminants qui sont aussi de plus en plus importants dans l'environnement parce qu'ils se cumulent au cours du temps et on parle parfois de polluants éternels, de polluants permanents, de POP ou autres. Donc, c'est des composés qui vont s'accumuler au cours du temps qu'on n'a plus forcément aujourd'hui en termes d'usage, mais qui par contre ont été utilisés il y a quelques décennies et qui vont se rajouter à ceux qu'on utilise aujourd'hui. Donc tout ça fait, et bien sûr l'alimentation, puisque c'est le cœur de notre sujet, mais les produits ultra transformés, donc c'est-à-dire des produits dont on a déstructuré la matrice alimentaire pour fabriquer des cornflakes, des sodas, des biscuits apéritifs, etc. Donc tous ces facteurs cumulés amènent à une incohérence en fait du mode de vie avec notre capital génétique. Et je dis souvent pour provoquer un petit peu, c'est la question ne doit pas être de savoir comment ça se fait qu'on va déclencher un diabète de type 2, une maladie neurodégénérative ou autre, mais c'est comment on est capable, en fait, pour la plupart, de rester en bonne santé malgré tous ces facteurs environnementaux délétères. Donc, c'est très caricatural et provoquant quand je dis ça provocateur, parce qu'il y a une part génétique, il y a une part environnementale, mais en fait, quand on voit la complexité et le fonctionnement extraordinaire de la biologie, de se dire à quel point on malmène en fait ces mécanismes cellulaires et pour autant, pour la très grande majorité des personnes,
on reste en bonne santé pendant très longtemps. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une résistance biologique qui est extraordinaire. Et plutôt que d'aller à l'encontre en fait de cette biologie et de se dire jusqu'à quand elle va tenir, on aurait tout intérêt à se dire comment on en prend soin pour justement potentialiser ses effets et faire en sorte qu'on soit en pleine santé le plus longtemps possible. Donc après, c'est très théorique quand je dis ça, c'est de voir comment on peut le mettre en pratique au quotidien dans le modèle actuel. Et c'est justement une grande partie de mon travail aujourd'hui d'un point de vue surtout alimentaire, mais on ne peut pas isoler l'alimentation du mode de vie. C'est pour ça que je parlais de sommeil, de stress, de sédentarité, de pollution, etc. Parce que finalement, la nutrition est juste un des maillons d'une chaîne beaucoup plus globale qui va déterminer en fait si on a une biologie qui s'adapte ou pas à notre environnement, quoi. C'est super intéressant. Tu as parlé un peu des produits ultra transformés, etc., qui influencent négativement notre corps. Comment ça se manifeste d'un point de vue physiologique? Est-ce qu'il y a il y a des effets néfastes à très court terme quand on vient de manger des produits transformés? Est-ce qu'il y a des effets néfastes? Ouais, vraiment à très court terme. Parce qu'on les Ouais. connaît à long terme. On les connaît à long terme, mais est-ce qu'à très court terme, on s'en rend pas compte? Il y en a et quels sont-ils? Alors, je suis pas sûr qu'on les connaît, au sens tout le monde les connaît autant que ça, tu vois, ça peut être intéressant Ah de les rappeler. oui, Mais, le rappeler, ouais. mais oui, tu manges un bol de cornflakes. Si tu veux faire une hypoglycémie réactionnelle 3 heures après, il n'y a pas mieux ou il n'y a pas pire, ça dépend comment tu vois le truc. C'est-à-dire que tu vas avoir des aliments qui ont encore une fois, qui ont une structure qui a été complètement dénaturée, en fait, d'un point de vue de la matrice alimentaire. Et d'ailleurs, je dis souvent, les arbres à cornflakes, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a créé des aliments à partir de matières premières qui, elles, existent et qui sont structurées justement par cette matrice. Et donc, on fait un procédé qu'on appelle l'extrusion, le soufflage-extrusion. Donc, on fait éclater la paroi du céréal. On va la mettre sous pression avec des arômes, du sucre, du sel, etc. Et on va créer les bols de céréales soufflées qu'on connaît bien, les céréales soufflées dans lesquelles qu'on va utiliser au petit déjeuner, etc. Et ça augmente considérablement en fait la surface d'attaque enzymatique, notamment au niveau des amylases, ce qui fait qu'on va avoir une libération de glucose dans le sang qui va être beaucoup plus rapide que si on consommait le même céréale mais sous forme brute. Et donc, on va avoir une sécrétion d'insuline qui va être proportionnelle à cette élévation de glycémie. Et on peut avoir un temps de décalage entre le retour à la normale de la glycémie et l'action de l'insuline. Donc, c'est la fameuse hypoglycémie réactionnelle qu'on connaît à peu près 2-3 heures après ce fameux petit-déj hyperglycémiant où on va rajouter du jus d'orange, de la confiture, du pain blanc, etc. Et ça va se traduire par une fatigue physique, une fatigue psychologique également, au sens tu es un petit peu plus tu es un peu plus irritable, à fleur de peau, tu as envie de manger quelque chose de sucré parce que ton cerveau étant glucodépendant, il va te réclamer du sucre parce que paradoxalement, tu manques de sucre dans le sang parce que tu en as consommé trop rapidement quelques heures avant. Et d'un point de vue physique, sportif, si par exemple tu es sportif, ce n'est pas du tout le moment pour aller faire une séance de sport parce que tu ne seras pas dans des conditions physiologiques qui sont optimales. Donc on parle de physique ou d'émotionnel, d'émotionnel au sens, pardon, intellectuel, cognitif, c'est des effets qu'on voit à très court terme. Et après, on peut avoir des effets à moyen terme si on va manquer de magnésium, par exemple, et puis à très long. Alors, ça, c'est pas spécifique à l'ultra-transformation, mais plus au modèle alimentaire qu'on a actuellement et qui est très riche en aliments ultra-transformés. Et puis à long terme, comme tu disais, on les connaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de littérature scientifique qui montre l'effet du niveau de transformation des aliments sur la prévalence d'un certain nombre de pathologies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies auto-immunes, neurodégénératives ou autres, indépendamment de la composition en macronutriments, en sucre, en graisse, en sel, etc. Ce sur quoi on s'est focalisé pendant très longtemps, parce qu'on regardait justement la composition à proprement dit, et non pas l'organisation structurelle de l'aliment qui enfermait ces nutriments. Et aujourd'hui, la littérature nous montre que ça a un impact indépendamment de la composition. Et c'est ça qui est passionnant d'un côté, parce que ça montre qu'on connaît très peu de choses, au sens où on a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à cette notion de matrice, mais inquiétant quand on voit le constat en fait du modèle alimentaire occidental, et notamment pour les jeunes adultes, pour les enfants, etc., où on a une quantité de calories apportées par les aliments ultra transformés qui est particulièrement importante, quoi.
Et pour ce qui est des conservateurs ou des additifs qui sont rajoutés également dans ce type de produit, est-ce que les effets aujourd'hui sont connus, les effets négatifs sur ce type d'additif? Mhm. Alors, tu as des centaines d'additifs potentiels, donc Oui. on nuancerait la réponse en fonction de chacun de ces indices, ces additifs, pardon, mais oui, c'est là aussi de plus en plus connu, parfois de manière ancienne, mais avec des seuils de toxicité en fait qui étaient considérés comme très lointains, et on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Quand je dis très lointain, c'est-à-dire qu'on avait un seuil important, et donc on considérait que le risque était quasi nul. Mais il y a des phénomènes cumulatifs avec d'autres additifs, d'autres éléments, encore une fois, du mode de vie qui font que finalement, on peut avoir des effets délétères bien plus rapidement qu'on aurait pu imaginer. Et on a par exemple aujourd'hui beaucoup de publications sur les émulsifiants qui vont être utilisés donc, en tant qu'additifs dans les glaces, dans un certain nombre de produits. On a justement besoin d'avoir une texture particulière, et dans les gélifiants et autres. Et donc alors gélifiant, c'est encore un mécanisme particulier, mais je vais rester sur les émulsifiants de manière générale. Et on sait que c'est des composés qui peuvent altérer la diversité du microbiote et augmenter la perméabilité de la muqueuse intestinale. Donc dans un certain nombre de troubles fonctionnels intestinaux, voire de maladies inflammatoires chroniques intestinales, comme la maladie de Crohn par exemple, on a effectivement une suspicion de plus en plus forte de ces additifs dans leur survenue, et ça a été très bien objectivé chez la souris, et c'est en train de l'être de plus en plus chez l'homme. Donc voilà un exemple d'actualité par exemple. Donc ça, c'est par rapport aux produits qui sont transformés. Et j'aimerais venir un peu sur les produits, des produits qui sont bruts, donc vous considérez comme sains, entre des produits normaux et des produits biologiques. Est-ce que les produits qui sont non biologiques, euh, il peut y avoir des effets néfastes dus aux pesticides ou au fait qu'ils soient non bio, justement? Mm. Alors, c'est marrant parce que tu vois, tu parles des produits normaux et des produits bio. Bah, c'est en fait comme si on avait et c'est parce que je dis ça parce que c'est souvent quelque chose qu'on évoque, c'est-à-dire que la normalité, c'est d'avoir un produit issu de l'agriculture conventionnelle, justement, et on parle d'agriculture conventionnelle pour l'opposer à l'agriculture biologique, alors que la norme, c'est plutôt de ne pas utiliser d'intrants chimiques. Et c'est ce qui est quelque part le comble, c'est-à-dire qu'on demande à la littérature de prouver l'absence, ou plutôt le bénéfice d'effets d'une alimentation biologique, plutôt que de mettre en évidence les effets délétères d'une agriculture conventionnelle qui est considérée comme une normalité. Donc là, bon, c'est assez conceptuel, mais je trouve que c'est une question de fond qui est très importante. Pour te répondre sur les pesticides, oui, bien sûr, on a aujourd'hui là aussi beaucoup de littérature qui montre les effets, notamment vis-à-vis des mitochondries, puisqu'en fait, la plupart des pesticides vont jouer sur un mécanisme qu'on appelle le stress oxydatif, et de manière suffisamment importante pour tuer un parasite ou pour jouer leur rôle de biocide en tant que tel. Et c'est les mitochondries qui vont être un petit peu nos centrales nucléaires, qui vont être les victimes de ça. Alors quand je dis nous, c'est pas nous en tant qu'humains, puisque là, les pesticides vont plutôt être liés aux cultures vis-à-vis des végétaux, mais en fait, c'est le même mécanisme en termes d'effets, en fait, et notamment vis-à-vis du monde animal et du monde humain. Et c'est la question, finalement, c'est de savoir quel est l'impact de ces biocides sur l'environnement de manière générale et sur la santé humaine. Et là, on rentre dans des sujets qui sont aussi très complexes, parce qu'il y a des notions d'effets cocktail potentiels qu'on évoque beaucoup auprès des perturbateurs endocriniens. Et les pesticides peuvent avoir un rôle à ce niveau-là. Et finalement, l'exposition cumulée au cours du temps ou sur un seul moment par plusieurs composés peut générer des effets indépendamment de l'effet isolé étudié pour tel ou tel composé. Et ça, on ne le maîtrise absolument pas. Donc, on joue véritablement à l'apprenti chimiste, sans jeu de mots, avec la nature. Et c'est ça qui est dramatique quelque part, parce qu'on met dans l'environnement des composés dont on ne connaît pas les effets à long terme et les interactions avec d'autres composés eux-mêmes. Un exemple que je peux donner à ce niveau-là, c'est celui du PFOA, donc qui est un composé qui est utilisé dans les poêles anti-adhésives. Quand tu as une poêle Téflon, pour citer une marque, mais voilà, vous connaissez tous les ustensiles anti-adhésifs qu'on a dans nos cuisines, etc.
Donc, le fait que ce soit anti-adhésif, c'est l'association de deux composés qu'on appelle le PTFE et le PFOA. Il y en a un qui est anti-adhésif et l'autre qui crée une pellicule de protection de ce composé. Et le PFOA est interdit en France depuis 2020. Il l'était auparavant dans d'autres pays parce qu'il est reconnu aujourd'hui comme un cancérogène par le CIRC, donc qui est l'organisme international qui va évaluer les risques de cancer. Et donc, on l'a arrêté, sauf que c'est un composé qui fait partie des polluants permanents, et donc qui va rester pendant certainement des milliers d'années, voire encore davantage, et donc on va en subir les effets. Et comme on n'a pas vraiment compris le système, parce que notre priorité, c'est d'avoir toujours une poêle anti-adhésive, l'industrie nous propose d'autres composés à la place du PFOA, et on parle de GenX par exemple, où on a de la littérature qui nous montre que ça a aussi des effets délétères, mais pour l'instant, ce n'est pas interdit, donc on le maintient. Comme pour les bisphénols, on a interdit les bisphénols A dans beaucoup de composés alimentaires, et maintenant on rajoute des bisphénols F, des bisphénols S, qui sont tout aussi délétères, voire pire pour certains, notamment en termes d'action de perturbations endocriniennes. Donc, en fait, on se refuse une chose simple, c'est d'accepter de revoir notre mode de vie, nos habitudes, parce qu'on constate qu'on a utilisé des composés qui n'étaient pas adaptés, et donc on va chercher des substituts, avec toujours une inertie, un temps de décalage entre l'arrivée de ce composé et puis la mise en évidence de sa toxicité à long terme. Il y a toujours des études et des dossiers qui sont proposés quand un nouveau composé arrive pour l'autoriser sur le marché, mais on se rend compte qu'en général, les effets se font connaître sur du long terme, et encore une fois, avec des aspects multifactoriels. On pourrait parler du glyphosate. Il y a plein d'exemples qu'on peut évoquer, mais ce qui pour moi est le plus dommage, pour ne pas dire inquiétant, c'est cette absence de remise en question. C'est-à-dire qu'on veut garder nos habitudes, nos acquis, parce qu'on considère que c'est quelque chose de bénéfique, alors que c'est sans doute ça qu'il faut revoir en profondeur, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y aurait il y aurait une manière ou des astuces, je sais pas, pour contourner cette problématique? Et une question tout bête, cuisiner sans avoir affaire à Alors, c'est- Ouais, Euh, c'est... Quand tu regardes à l'échelle du temps, hein, et elles sont arrivées assez récemment, ces matières. Donc oui, on peut faire sans, heureusement. Et là, tu as basiquement l'inox, en fait, hein, le 18-12, donc l'inox qui va être présent dans les poêles, dans les casseroles, etc. C'est des composés qui demandent juste à se réapproprier un petit peu une technique. Mais on peut bien évidemment, moi tous mes batteries sont à base d'inox. Et il n'y a pas de problème, je peux faire la cuisine, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais on peut l'utiliser très facilement. On n'a pas besoin du téflon ou des poêles anti-adhésives. Donc, c'est possible, on en revient à la même chose, c'est-à-dire revoir notre habitude et accepter de se réhabituer à utiliser des poêles en inox, si on donne cet exemple, d'avoir des récipients en verre plutôt que des tupperwares en plastique. Et ce n'est pas compliqué, en fait, hein. C'est vraiment des choses simples qui, mis bout à bout, peuvent faire une grande différence. Et dans le monde de l'agriculture, si je rebondis sur ta question par rapport aux pesticides, on a plein de modèles sur l'agroécologie, sur la permaculture, qui montrent qu'on a des mécanismes vertueux qui sont très positifs pour les écosystèmes, pour la biodiversité, qui donnent des rendements, même économiques, parfois plus importants que du conventionnel ou que du bio, et des bénéfices pour notre santé humaine. Donc, il y a plein de solutions, et c'est ça qui est très rassurant. Ce qui est plus inquiétant, c'est la vitesse à laquelle on accepte de les mettre en place et les décisions qu'on prend pour qu'elles soient les plus collectives et les plus massives possibles. Et là, on est vraiment en décalage pour le coup. Et pour revenir un peu sur la comparaison entre l'agriculture conventionnelle, du coup je reprends le bon terme, et l'agriculture biologique, est-ce qu'il y a une différence significative entre la qualité des aliments et donc les apports nutritionnels qu'ils peuvent apporter? Ouais, alors dans ta question, il y a deux sous-questions. C'est-à-dire, il y a le côté santé contaminant et le côté santé nutrition, en fait. Et c'est là où il y a beaucoup de confusion souvent dans l'esprit des gens ou des médias quand on parle de ce sujet. C'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que tu peux acheter des bonbons ou des gâteaux apéritifs bio en magasin bio, qui seront tout autant des cochonneries nutritionnelles. Et tu peux acheter un produit brut conventionnel qui sera de très bonne qualité nutritionnelle. Donc attention à ces deux facteurs, parce que c'est souvent confondu. Alors,
quand on regarde les méta-analyses, donc les données scientifiques qui ont plus de poids qu'une étude à proprement dit, je pense notamment à une méta-analyse qui a repris 223 études. Globalement, il y avait quasiment 75% de pesticides en moins, ce qui est attendu, puisque je parlais des fruits et légumes, pardon, mais on les a d'origine biologique, donc on a moins d'intrants. Et ça ne veut pas dire que bio égale zéro pesticide, parce qu'on peut utiliser des contaminants, entre guillemets, naturels. Quand je dis contaminants, c'est plutôt des composés naturels, comme la bouillie bordelaise, par exemple, qui peut présenter une toxicité, notamment par rapport au stress oxydatif. Donc, il ne faut pas se dire que sous prétexte que c'est bio, ça n'a pas d'impact. Mais en tout cas, il y en a moins. Et effectivement, ce n'est pas des intrants chimiques dans la très grande majorité des cas. Donc ça, c'est le côté santé. Et on connaît les effets de ces biocides sur la santé. Je parlais tout à l'heure de perturbateurs endocriniens, d'augmentation de risque de cancer, etc. Donc ça, c'est bien établi. Sur la corrélation avec la partie nutrition, cette même méta-analyse, comme d'autres études, nous montre que globalement, les fruits et les légumes d'origine biologique vont avoir davantage de polyphénol. Donc c'est ce qu'on appelle un peu de manière caricaturale des antioxydants. En fait, ce sont des composés qui sont produits par les végétaux en cas d'agression, et notamment pour se défendre contre des parasites, en cas de sécheresse, en cas de chaleur, etc. Donc, quand tu manges une pomme qui est issue d'un pommier qui a dû se débrouiller tout seul, entre guillemets, pour proposer ces pommes-là, eh ben, il y a plus de polyphénol, ce qui est normal, par rapport à un pommier où on aura mis plus de 35 traitements conventionnels au cours de la vie de la pomme, où on aura mis des fertilisants, etc., qu'on aura, entre guillemets, chouchouté, non pas pour prendre soin du pommier, mais simplement pour avoir un meilleur rendement économique et des pommes qui ont une certaine allure parce que c'est celles qu'on veut acheter. Donc, on a, oui, en général, en fonction des publications et des types de polyphénol, 60-70% en plus, voire pour certains 200-300% en plus. Donc ça, c'est très hétérogène. C'est pour ça qu'on peut parler que de moyenne et de tendance, mais c'est une tendance qui est quand même bien objectivée aujourd'hui. Donc ça, c'est un des grands avantages des fruits et des légumes d'origine biologique. Et après, dans les minéraux, dans les vitamines, là, il y a beaucoup, beaucoup de disparités. Donc au niveau de la littérature, on a du mal à dégager, si tu veux, une tendance qui est objectivée systématiquement. Mais j'ai envie de dire, on est aussi dans le bon sens de se dire que quand on croque un aliment, on voit qu'il y a plus de matière sèche, où on a plus de goût, plus de saveur, et de se dire qu'il y aura probablement un peu plus de certaines vitamines ou de certains minéraux, même si on ne l'objective pas par une étude scientifique qui reste théorique très souvent en fonction du lieu du type de culture, etc., de la maturité du végétal. Donc, on a quand même pas mal de facteurs de confusion, de biais d'interprétation. Donc, le simple fait de se dire déjà, j'ai un aliment qui me fait plaisir, que j'aime bien en termes de goût, qui a plus de saveur, eh ben, c'est pas déconnant, pour reprendre un terme assez simple, de se dire qu'il y a sans doute aussi plus de micronutriments. En tout cas, sur les polyphénols, c'est bien établi. Oui. Et est-ce que tu penses que même avec, si on mangeait bio à 100%, ou même, je sais pas, s'il y a du 50-50, est-ce que tu penses que ça peut apporter quand même la quantité suffisante dont on a besoin en termes de micronutriments? Ou alors, ça serait intéressant de venir se supplémenter, complémenter? Alors, c'est une vaste question, ça aussi. Mais je te dis, tu pourrais manger des cornflakes bio et des biscuits soufflés, des biscuits apéro bio, et la réponse serait non. Tu vois, on n'aurait pas suffisamment de micronutriments. Donc, en fait, c'est là où il faut associer les conseils de base alimentaire avec le critère biologique, c'est-à-dire des produits essentiellement locaux, bruts, par rapport à ce qu'on s'est dit sur le côté ultra transformé, des produits de saison, des produits qui sont issus de filières courtes, etc. Si on parle plutôt du côté aussi éthique, économique et écologique. Donc, on aurait déjà beaucoup plus de chances de satisfaire notre besoin. Mais notre besoin peut être augmenté par notre mode de vie, c'est-à-dire le stress, encore une fois, l'exposition aux contaminants, le mode de, oui, j'ai déjà dit le mode de vie, mais je pensais au côté urbain, par exemple. En fait, on peut avoir, notamment par exemple pour le magnésium, une augmentation du besoin parce qu'on est dans une hyperactivité, que ce soit physique ou intellectuelle. Et en fait, on a deux facteurs. On a la notion d'apport alimentaire qui a pu baisser au cours du temps. Et on voit par exemple que la densité micronutritionnelle est plus faible dans les aliments qu'elle ne
elle ne l'était avant. Alors, quand je dis ça, je n'ai rien dit parce qu'en fait, ça peut être complètement contredit en fonction du critère qu'on considère, mais c'est quand même une tendance de fond, même si elle n'est pas forcément très, très importante. Et de l'autre côté, on a une augmentation des besoins. Donc, malheureusement, on ne peut pas prédire ce que tu indiques, à savoir que finalement, on n'aurait pas besoin de se supplémenter sous prétexte qu'on mange des produits bio de bonne qualité, parce que la qualité des sols et autres a aussi changé. Sur le côté, est-ce qu'il faut se supplémenter? Bah là, c'est pareil. En fait, on a des variabilités intra-individuelles qui font que ça peut être le cas comme absolument pas. Et c'est là où la notion d'évolutionnisme dont je parlais tout à l'heure est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique, c'est-à-dire l'expression différente de certains gènes selon les populations, selon les flux migratoires, font que un modèle alimentaire qui nous paraît cohérent peut ne pas satisfaire les besoins d'une population parce qu'elle s'est adaptée de manière très lente à un environnement donné, et inversement pour d'autres populations. Globalement, aujourd'hui, on sait que la vitamine D est très déficitaire dans plus de 80% dans la population française parce qu'on ne prend pas assez l'air, au sens où on n'est pas assez à l'extérieur. Ce n'est pas une question alimentaire, c'est une question de mode de vie, encore une fois. On a des déficits très importants en oméga 3 et surtout en oméga 3 à longue chaîne, parce qu'il y a des défauts d'apport, mais aussi des polymorphismes génétiques très, très importants. Le magnésium, je viens d'en parler. C'est, voilà, on va dire, les principaux micronutriments. On pourrait en évoquer d'autres également, mais de se dire sous prétexte que je mange varié, équilibré, 5 ou 6 fruits et légumes par jour, pour reprendre les recommandations qu'on connaît tous, et d'affirmer qu'on n'aura pas de déficit nutritionnel, moi je suis incapable de le faire parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui interviennent. Et on parlait du côté bio ou pas, du mode de conservation, de la durée de conservation, de la façon dont on a découpé les aliments, la façon dont on les a cuits, la façon dont on est capable de les assimiler par rapport à notre propre situation personnelle. Donc en fait, on ne peut pas prédire à travers le contenu d'une assiette quel va être l'état nutritionnel intracellulaire de tel ou tel micronutriment. Donc, ce sont des statistiques, hein, et quand on regarde la définition des besoins, c'est une courbe de Gauss. Donc, elle va répondre à une grande partie de la population, c'est-à-dire 95% de la population, de manière statistique. Mais ça ne prend pas en compte le mode de vie de la personne et ses spécificités individuelles indépendamment de son mode de vie, et notamment la partie génétique. Donc, j'ai envie de te répondre oui et non. Voilà. Je ne sais pas. C'est super intéressant parce que c'est vrai que de manière générale, on a tendance à avoir les recommandations qui sont proposées avec tant de quantité pour pour chaque vitamine, chaque minéraux, etc. Et du coup, ça, c'est bien parce que tu mets en avant que on a tous des besoins différents. Et d'autant plus peut-être pour les sportifs aussi qui ont des besoins supplémentaires. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Ouais. Oui, mais avec un organisme qui est peut-être plus économe sur tel ou tel critère, en fait. Donc, c'est là où c'est le regard du professionnel qui est important aussi pour, d'une part, évaluer l'anamnèse, c'est-à-dire vraiment tout le mode alimentaire, le mode de vie, etc., le type d'activité physique, si on parle du sportif, de les corréler éventuellement à des troubles fonctionnels, à certaines pathologies, et idéalement d'y associer de la biologie, c'est-à-dire des marqueurs spécifiques qui sont de plus en plus disponibles aujourd'hui. On n'a pas des marqueurs fiables pour tous les micronutriments, mais on en a plus qu'avant. Je parlais de l'intestin tout à l'heure, sur la perméabilité intestinale, par exemple, on a des marqueurs qu'on peut facilement utiliser, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps encore. Donc on avance aussi beaucoup dans la biologie au sens des prises de sang et des marqueurs. Et donc ça permet d'affiner justement un protocole et de raisonner sur l'individu, sur la personne, plus que sur la population statistique à laquelle cette personne appartient, quoi. Est-ce que si par exemple là j'ai envie d'aller faire une prise de sang pour voir si j'ai des déficits, etc., c'est libre d'accès ou faut avoir enfin des ordonnances ou ce genre de choses pour faire ce type de test? Alors, dans l'absolu, tu vas aujourd'hui voir dans un laboratoire avec une prescription, et cette prescription te permet d'être remboursé par ton médecin. Pardon, la prescription par ton médecin te permet que ta prise de sang soit remboursée, mais tu pourrais demander une prise de sang, simplement elle ne serait pas remboursée. Et puis surtout, c'est la question de l'interprétation de ce bilan, parce que
Il y a des normes qui peuvent être relatives en fonction là aussi de la situation. Et c'est la compétence du professionnel de pouvoir justement les interpréter à ce niveau-là. Donc, un médecin va bien évidemment être la personne la plus compétente pour analyser des marqueurs liés à la santé, aux pathologies de manière générale. Pour ce qui est de la nutrition, c'est aussi une compétence spécifique que certains médecins maîtrisent parfaitement, d'autres moins, et que des non-médecins utilisent parce que c'est des marqueurs qui vont être très pertinents en fait dans le cadre de protocoles personnalisés. Mais la différence, c'est qu'effectivement, si la personne n'est pas médecin, il n'y aura pas de remboursement auprès du patient. Mais la vitamine D, par exemple, aujourd'hui, elle est rarement remboursée par la sécurité sociale, sauf dans des situations particulières vis-à-vis de l'ostéoporose ou autre. Donc finalement, que ce soit le médecin ou non qui le prescrit, ou toi, en tant que personne qui va directement au laboratoire, souvent, ça sera un peu la même chose. Et c'est aussi une autre question de fond, c'est-à-dire quelle doit être l'implication financière de la personne dans un cadre de démarche de prévention de santé. Parce qu'on a un système de soins qui est basé sur l'accompagnement thérapeutique, sur le curatif, sur le traitement de la maladie, et on a des systèmes extrêmement performants à ce niveau-là, et comment dire, des actes remboursés par la sécurité à ce niveau, la sécurité sociale, en France en tout cas, sur ce sujet. Mais à titre préventif, en fait, quand on regarde, il y a finalement beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées. Mais est-ce qu'on doit attendre que le système rembourse en fait pour pouvoir le démocratiser? Bien évidemment non, parce que de toute façon, on sait que le système de soins ne peut pas tenir à long terme. C'est-à-dire quand on regarde les évolutions démographiques, les évolutions en termes de prévalence de pathologies, de toute façon, on sait qu'on est dans une impasse économique. Donc, on va être amené à forcément payer à titre individuel de plus en plus certains actes de soins ou de prévention. Et quand on parle de marqueurs biologiques en matière de nutrition, très souvent, on est dans une logique de prévention, donc ça demande une implication financière de la personne. Et c'est souvent ce qui peut poser problème, plus que le côté qui le prescrit en tant que tel. Parce qu'en fait, c'est ça qui va conditionner le fait que ce soit remboursé ou pas. Ouais, c'est dommage que ça aille que dans ce sens-là, comme tu l'as décrit, parce que du coup, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, entre guillemets, prendre soin de leur santé via l'alimentation et qui sont dans des impasses à cause du budget ou ce genre de choses. Et ça m'amène un peu à une question que je voulais te poser. Comment s'adapter, comment s'alimenter par rapport aux contraintes budgétaires ou même aux contraintes de temps qu'on peut avoir. Comme bon, on a cité tous les effets positifs et négatifs des différentes manières de, merde, j'ai oublié le mot, d'agriculture, etc. Comment s'adapter à tout ça en fonction des contraintes de chacun? Question très large, encore une fois. Ouais, ouais, mais intéressante. En fait, bah, il y a deux questions, surtout le côté budget et puis le côté temps. Donc sur le côté budget, en fait, alors c'est plus des enquêtes de consommateurs que des publications, parce que ça n'a pas de sens de faire des publications. Bah, ça aurait du sens, mais ça amènerait à beaucoup de facteurs de confusion potentiels. Mais quand on regarde les enquêtes de consommateurs, globalement, le fait de manger des produits locaux d'origine biologique, par exemple, ne coûte pas plus cher qu'un panier moyen qu'on va utiliser, qu'on va acheter en grande surface ou autre. C'est-à-dire que si la question, c'est de se dire comment je bascule toute une alimentation ultra transformée, riche en viande, voilà, d'origine conventionnelle pour aller vers du bio, oui, ça te coûtera plus cher. Mais si tu remplaces ta pizza surgelée d'une marque Tartampion pour aller acheter 1 kilo de lentilles bio en magasin biologique, eh ben, ça ne coûtera pas plus cher. Et avec 1 kilo de lentilles, tu vas faire voilà, un sacré nombre de repas, alors qu'avec ta pizza, tu vas la manger en une seule fois pour beaucoup de personnes. Donc, ça sous-entend encore une fois une réforme des choix alimentaires, des habitudes, qui font que, au final, économiquement, tu peux largement t'y retrouver. Pour les produits, je parlais de la viande, déjà, et on n'a pas abordé la partie écologique, mais aujourd'hui, on a une trop forte consommation de viande rouge en particulier, d'élevage intensif. On a les recommandations du HIT-Lancet qui sont de consommer une portion de viande tous les 9 à 10 jours, et sans aller jusque-là, en fait, on peut déjà largement réduire notre consommation de viande et aller, par défaut, acheter une viande d'origine biologique dans un supermarché éventuellement, mais plutôt et idéalement
d'aller vers un producteur local qui va bénéficier en fait déjà de l'argent, c'est-à-dire plutôt que ce soit la grande distribution, tu donnes cet argent directement aux producteurs et ils en ont besoin aujourd'hui, et souvent un prix au kilo qui va être moins cher que ce que tu as parfois même en conventionnel dans certains circuits de distribution. Donc en fait, tu peux largement t'y retrouver économiquement. Et tu as un produit de bien meilleure qualité qui est vertueux d'un point de vue économie locale. Par contre, ça demande un petit peu de temps, c'est-à-dire d'effectivement de s'organiser, d'aller connaître. Après, il y a les AMAP, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui existent, hein. Il y a même des sites internet qui proposent pas mal ou des applis qui proposent des solutions. Mais ça amène à ta deuxième question qui est le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tellement dans une situation de, j'ai envie de dire, d'oppression quelque part, c'est-à-dire de compression du temps, qui fait que on a fait quoi? On a été chercher du temps là où on estimait qu'on pouvait le faire, et notamment dans le temps de préparation des repas, voire dans la durée des repas. Les produits ultra transformés, beaucoup sont mous et font qu'on mange beaucoup plus vite. Et donc, on a moins de satiété. En tout cas, la satiété n'a pas le temps d'arriver, et donc on mange plus également, ce qui est un autre sujet. Mais si on reste sur ce côté du temps, finalement, effectivement, on se dit, j'ai pas le temps d'aller acheter mes aliments, j'ai pas le temps d'aller les cuisiner, etc., voire de les manger, c'est ce que je disais, de manière adaptée. Il faut que, de manière biologique ou physiologique, au moins 20 minutes pour qu'on déclenche de la satiété. Donc, simplement sur le temps du repas, on a beaucoup de gains à avoir de ce côté-là, de gains au sens de bénéfices potentiels si on prend du temps. Et dans le temps de préparation, c'est pareil, soit on se dit que c'est une perte de temps, soit on se dit que c'est une priorité parce qu'on prend soin de soi et qu'on mange des aliments de qualité qui souvent vont être meilleurs d'un point de vue gustatif, qu'on va faire profiter à toute notre famille, avec qui on va pouvoir échanger à table, etc. Donc, si on regarde les choses de manière globale, c'est bien évidemment tout sauf une perte de temps. Sauf qu'aujourd'hui, comme on n'a plus de temps, eh ben, on a considéré que ça devenait secondaire, et c'est pour ça qu'on a une pléthore d'aliments ultra transformés, des magasins partout. Maintenant, tu as Uber Eats qui arrive sur le coin de ta porte, le palier de ta porte, pour te donner voilà, tout ce que tu veux sans même sortir de chez toi. Donc, c'est cette organisation qui, à un moment donné, pose problème. Et d'aller se dire, non, je suis désolé, j'ai pas le temps d'aller cuisiner mes aliments, d'aller les préparer, c'est un choix. Et c'est là où la notion d'individualisation et de responsabilisation individuelle plutôt est importante, parce que ça, personne ne le fera à notre place. On a un système qui le fait à notre place et on en voit tous les effets délétères, en fait. Donc, c'est à nous de choisir vers quelle voie on veut s'orienter. Et ça ne demande pas non plus 3 heures par jour, en fait, hein. C'est des choses très simples. Et je parlais des lentilles, tu fais cuire tes lentilles pour 2-3 repas dans la semaine. Déjà, tes lentilles, on dit c'est long, mais c'est long à cuire, c'est pas long à préparer. Ça va très très vite. Tu fais autre chose pendant ce temps-là. Et tu auras 3 portions pour ta semaine. Le soir, quand tu rentres chez toi, au lieu d'aller acheter par Uber Eats je ne sais quel plat préparé, tu réchauffes en quelques minutes, non pas dans ta casserole en téflon, mais dans une casserole en inox, voilà, tes lentilles. Tu as un truc qui est très bon, qui est pas cher du tout et qui t'aura pris voilà, vraiment quelques minutes à peine. Donc, c'est vraiment une façon de penser son mode de vie, et avec quelques petites adaptations qui, au début, demandent du temps, mais comme tout, quand on change de modèle, ça prend du temps. Mais une fois qu'on a acquis un minimum d'automatisme, c'est tout à fait OK, et on revient à quelque chose qu'on a appliqué par le passé, d'un point de vue générationnel. Donc, c'est pas l'idée de se dire c'était mieux avant et on doit refaire comme par le passé. C'est juste de se dire qu'est-ce qu'on peut prendre de positif de ces modèles-là pour les appliquer dans la société telle qu'on vit aujourd'hui, en fait, tout simplement. Tu parles de réchauffer ces plats quand on s'est organisé en amont, ce qui est une très bonne chose. Mais si par exemple je réchauffe mes lentilles au micro-ondes, quels, J'attends. quels, quels effets négatifs du micro-ondes? Je me suis dit, quand j'allais parler de ma casserole en inox, j'étais sûr que le micro-ondes allait arriver. Alors, nutritionnellement, on n'a pas de, comment dire, pas de critique à faire au micro-ondes, voire on a plutôt un effet bénéfique. Parce qu'en fait, quand on parle des déperditions, des pertes en vitamines en particulier, c'est des couples temps-température. Et donc, ce couple temps-température, dans le cas du micro-ondes, est plutôt positif. Maintenant, il y a toute une question sur, je parlais de la matrice alimentaire, de la même façon pour l'eau, on a l'organisation structurelle des aliments, et le micro-ondes, il est basé sur quoi? Sur une agitation
des molécules d'eau qui va créer la chaleur, en fait, et qui fait qu'on va avoir un aliment qui va être chaud à consommer. Et donc, ça veut dire que c'est une déstructuration totale de cette matrice. Quels sont les effets à long terme? On ne le sait pas. En tout cas, à ma connaissance, dans la littérature, il y a très peu de données fiables à ce niveau-là. Si on fait juste le parallèle avec l'alimentation et la matrice alimentaire qui, elle, a été beaucoup plus étudiée d'un point de vue des nutriments évoqués, aujourd'hui, on a quand même objectivé, encore une fois, beaucoup d'effets délétères. Donc, quand on voit que la plupart des aliments sont très riches en eau, à commencer par nous, hein, on est en moyenne, un adulte, c'est 60% d'eau. En nombre de molécules, c'est beaucoup plus que ça. De se dire que cette désorganisation peut créer des effets potentiels, c'est pas déconnant non plus. Est-ce que c'est objectivé par la littérature pour autant? À ma connaissance, non. Donc, tu vois, j'aurais pas d'argument à te donner là-dessus. J'aurais plutôt des éléments pour aller dans ton sens sur le côté nutritionnel. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui va recommander le micro-ondes parce que ça me paraît pas cohérent d'un point de vue, encore une fois, structurel au niveau de l'aliment, quoi. Mais du coup, d'un point de vue nutriments, ça va pas dégrader la teneur en vitamines ou en minéraux, pardon. Alors, les minéraux, la plupart sont peu sensibles à la température. C'est plus des phénomènes de migration. Par exemple, quand tu vas cuire, je sais pas, une carotte dans de l'eau, par exemple, tu vas avoir une perte du potassium ou de certains minéraux dans le liquide si tu ne le bois pas. C'est plutôt les vitamines et certaines vitamines, la B1, la vitamine C, la B9, la B12, qui vont être très, très sensibles, ou certains polyphénols. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un coup de temps-température. Et donc, le micro-ondes est plutôt positif là-dessus. J'ai du mal à le dire parce que je ne le recommande pas pour autant, mais j'ai forcément une part de subjectivité quand je dis ça parce que je n'aurais pas d'argument à donner dans ce sens. Mais après, je réfléchis en même temps que je te parle parce que si on prend l'exemple des lentilles, il y aura de toute façon une déperdition importante par la première cuisson. Donc, forcément, proportionnellement, plus tu vas recuire un aliment, moins tu vas perdre de micronutriments parce qu'en termes résiduels, il y en a moins également. Donc, je dis ça dans le sens où de là avoir un avantage, un argument à promouvoir le micro-ondes, pour moi, non, quoi. Mais en tout cas, Oui, oui. si je suis factuel, voilà ce que je te répondrai. Ok. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'était la consommation de viande rouge qui devrait être diminuée pour des sportifs qui ont des besoins en protéines un peu plus élevés que la moyenne, de par leur activité. Quelles pourraient être les alternatives à, à la viande, aux différents types de viande, pour maintenir quand même un taux de protéines relativement haut? Ouais. Alors, très bonne question. T'as que des bonnes questions, mais vraiment. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'apport alimentaire spontané des populations, je prends l'exemple de la France parce que c'est ce qui va nous concerner. Aujourd'hui, l'apport moyen, c'est 1,3 g, 1,4 g de kilo de poids corporel. Pardon, je reformule, je vais aller trop vite. 1,3 g, 1,4 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Donc, quand on prend un sportif régulier, son besoin, il est d'1,3 g, 1,5 g. Donc spontanément, en fait, l'excès d'apport en protéines de la plupart de la population française permet de combler le besoin qui est augmenté par une pratique physique régulière, c'est-à-dire que quelques entraînements par semaine. Notre besoin fondamental, il est plutôt de l'ordre du gramme, 1 g à 1,2 g par kilo de poids corporel. Et si on est vraiment sur le besoin fondamental pur, on est plutôt du 0,80, 0,85 g par kilo. Donc en fait, on mange trop de protéines, et on a cette idée que sous prétexte qu'on fait du sport, on a des besoins accrus, ce qui est vrai, mais finalement pas plus que nos habitudes spontanées qui pallient en fait ce besoin. Et on a un autre ratio qui est perturbé aujourd'hui, c'est le ratio protéines animales sur protéines végétales. Normalement, il doit être de 1 maximum, voire un peu moins pour des raisons écologiques. Et aujourd'hui, la population française, en moyenne, consomme 2 fois plus de protéines animales que de protéines végétales. Donc, là aussi, on a besoin d'inverser le ratio. Donc finalement, ton sportif, si tu lui dis de consommer un peu plus de légumineuses, d'oléagineux, de produits céréaliers complets, etc., tu vas augmenter la part végétale. Il n'y a pas forcément besoin, encore une fois, d'avoir des augmentations quantitatives importantes si on se réfère au modèle
conventionnelles au sens des habitudes actuelles. Par contre, dans un cadre de prise de masse, oui, là, on va augmenter les besoins. Mais c'est pareil, hein, sur la littérature, on est sur l'ordre des 2 grammes par kilo de poids corporel par jour. C'est pas non plus considérable, contrairement aux 3 grammes, 4 grammes qu'on voit parfois spontanément pour des gens qui veulent prendre de la masse parce qu'ils partent du prétexte du principe que plus il y aura de protéines et plus ça sera favorable, ce qui n'est absolument pas le cas. On a besoin d'un peu plus de protéines, mais on a aussi besoin d'énergie pour synthétiser les protéines endogènes, pour assurer l'effort qui nous permet en fait d'être plus efficient à ce niveau-là. Donc, c'est pas, il y a beaucoup de croyances aussi à ce niveau-là. Et puis là, je parlais de viande, mais tu as les œufs, tu as éventuellement la volaille, le poisson, etc. Donc, il n'y a pas que la viande en tant que telle. Donc, tout ça pour dire que si tu es sportif, que ce soit un sportif de force ou d'endurance, en dehors des périodes de prise de masse, globalement, spontanément, on couvre quasiment nos besoins. Et le fait d'aller augmenter la part végétale et diminuer la part animale n'est pas un problème, bien au contraire, parce que c'est le ratio qui est spontanément déséquilibré chez la population française. Oui, comme plein d'autres populations occidentales. Je parle des chiffres français parce que c'est plus simple pour nous à ce niveau-là, quoi. Ok, bah très très intéressant. Ça remet un petit peu en cause ce qu'on a des fois l'habitude d'entendre ou que finalement on n'est pas si mal en termes d'apport. Mm. J'ai une dernière question. Ouais, mais Vas-y. attention, là, je parle vraiment à titre statistique, hein, tu vois, et c'est ça qui est important, parce que pour un individu, ce que j'ai dit là peut être complètement faux. Tu vois, donc, c'est là où la notion de personnalisation est importante, et on est obligé de donner des conseils génériques, parce que c'est la base, mais Ouais. toujours se dire, OK, mais par rapport à moi, dans mon contexte de vie et de ma situation personnelle, est-ce que ces conseils s'appliquent? Soit on a une culture, une connaissance suffisamment forte pour pouvoir pondérer, on va dire modérer un petit peu ces éléments-là, et tant mieux. Soit c'est pas le cas, et l'idée c'est de se retrouver, c'est de se rapprocher d'un professionnel pour qu'il puisse justement accompagner la personne. Et ça, c'est important, quoi. C'est vrai, tu fais bien de le préciser. J'ai une dernière question avant de conclure sur le podcast. Mm. Tu en as brièvement parlé tout à l'heure. Comment l'alimentation peut influencer notre état émotionnel et notre état psychologique? Tu en as parlé un peu avec l'hypoglycémie. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à mettre en avant là-dessus? Ah oui, il y en a beaucoup. Le magnésium, Pas par d'autres. exemple, on l'a évoqué. Le statut en acide gras oméga 3, il faut savoir que nos neurones sont très riches en oméga 3, notamment en EPA et en DHA, en particulier en DHA pour les oméga 3. Certaines vitamines du groupe B vont jouer un rôle important. Le zinc, le fer par rapport au métabolisme des neuromédiateurs. Toute la sphère intestinale, donc le microbiote et la perméabilité de l'intestin. Et on a aujourd'hui des corrélations importantes entre cette perturbation de l'écosystème, que ce soit une dysbiose intestinale ou une hyperperméabilité, et l'apparition de la dépression, des troubles parfois psychiatriques. Il y a pas mal d'hypothèses sur la schizophrénie, d'autres sur les troubles du spectre autistique, sur les TDAH, donc sur les troubles de l'hyperactivité, de l'attention avec ou non hyperactivité. Donc ça peut aller loin à ce niveau-là, et l'alimentation ou le statut nutritionnel joue un rôle important. Donc en clair, il y a les micronutriments que j'ai évoqués, il y a bien sûr la gestion de l'insuline avec ces notions d'hypoglycémie et de manière plus chronique, hein, sur l'insulinorésistance qui peut s'installer. Par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on sait qu'on a une insulinorésistance cérébrale centrale qui est plus importante. Donc là, on parle des maladies neurodégénératives. Et puis, je parlais de cette notion d'écosystème intestinal par rapport aux troubles de l'humeur, voire à certaines pathologies. Et de manière beaucoup plus globale, en fait, on sait que l'existence d'une inflammation de bas grade, qui est vraiment une inflammation qui peut avoir plusieurs foyers liés à tout ce qu'on évoque depuis le début du podcast, peut favoriser la neuroinflammation et donc notamment des troubles de type dépression, comme on évoquait, du stress chronique, du burn-out, du trouble du sommeil, etc. Donc, je suis peut-être un peu généraliste quand je réponds là, mais parce que ça demanderait de développer chacun des points. Si on doit juste retenir un facteur commun, c'est très souvent l'existence de cette inflammation de bas grade. Et là, après, on rentre dans la question comment moduler cette inflammation. Et j'ai donné quelques réponses avec l'alimentation, mais là aussi, le mode de vie joue un rôle, notamment l'activité physique, le sommeil, etc. Ok. Écoute, j'ai une dernière question pour toi un peu
vas peut-être faire une conclusion de tout ce qu'on a pu dire. L'alimentation, c'est, comme on l'a vu, c'est très complexe. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Est-ce que tu aurais des conseils généraux, bien sûr, on a parlé de personnalisation, mais là, vraiment, d'un point de vue général, des conseils pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour mieux s'alimenter, potentiellement mieux rester en bonne santé? Voilà, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces ou des choses que tu aimerais mettre en lumière pour les aider sur ce point-là? Ouais, alors déjà, j'aimerais prendre le contre-pied un peu de ce que tu dis, mais qui est juste en soi, à savoir que ça paraît complexe parce que c'est la science autour de ça qui est complexe. Par contre, le conseil pratique, lui, peut être très simple. Et c'est Hmm. là où je répondrai ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des produits à dominante végétale. Donc, ça ne veut pas dire d'être végétalien, hein, mais d'avoir 70-80%, après à nuancer en fonction des populations, mais de végétaux, de fruits, de légumes, des produits d'origine biologique ou avec le moins d'intrants chimiques possible, des produits qui vont être locaux, de saison, sur des filières courtes, qu'on va prendre le temps de cuisiner, qu'on va prendre le temps de manger tranquillement et de mastiquer. Voilà, ça déjà, c'est la base. Après, on peut parler de noix, noisettes, amandes pour les oléagineux, des sardines, des maquereaux pour, par exemple, les petits poissons gras, 1 à 2 fois par semaine, des huiles de qualité comme les huiles de colza, les huiles d'olive, d'avoir le maximum de polyphénol, donc d'épices, d'aromates, de couleurs dans les assiettes, plutôt de la cuisson à la vapeur douce. Tous ces éléments-là sont très bénéfiques et c'est finalement très simple à mettre en place en soi. Après, voilà, ça demande quelques adaptations. Mais déjà, ça, c'est, j'ai envie de dire, 95% du travail. Après, les 5% restants, c'est de la personnalisation. Donc, soit vous pouvez être accompagné par un professionnel, soit vous pouvez vous former en tant que professionnel ou à titre particulier également. Et je le disais au tout début, j'ai développé un algorithme en fait d'accompagnement nutritionnel et depuis peu qui a une version grand public. Donc l'idée c'est pas du tout de se substituer à un professionnel de santé, mais en fait c'est tout un système de recommandations qui permet à la personne déjà de dégrossir beaucoup de choses de manière autonome et puis après d'aller vers un diététicien nutritionniste ou un professionnel de santé si elle veut aller un petit peu plus loin. Donc c'est l'intérêt aujourd'hui des technologies et de tout ce qu'on a à disposition, notamment en termes de marqueurs et autres, que déjà d'apporter beaucoup de réponses pour pouvoir vraiment avoir la valeur ajoutée du professionnel pour ultra personnaliser tout ça, quoi. Mais vraiment, les conseils de base que j'ai évoqués là, hormis des cas très particuliers, très spécifiques, ça convient à la très grande majorité de la population. C'est ce que je te dis, tu feras là la très grande majorité du travail en termes d'alimentation déjà, quoi. Ok, donc comme tu l'as dit, mise en pratique très simple, mais c'est vraiment tout ce qui est scientifique derrière qui peut paraître complexe. Mm. Et Euh, c'est, et c'est le rôle, je pense, des podcasts comme les tiens, ou moi de mon activité aussi aujourd'hui quand j'en parle, c'est d'expliquer effectivement parfois en rentrant dans les détails pour mieux comprendre. Et c'est une fois qu'on comprend qu'on peut appliquer plus facilement. Bah, c'est le principe, je trouve, du discernement et puis simplement de notre capacité à être très critique en fait face à nos comportements de manière générale, hein, qu'on parle d'alimentation ou d'autres choses. Donc c'est vrai que ça peut amener à de la complexité. Mais c'est pas pour autant que le conseil qui en ressort, lui, ne peut pas être très simple en fait. Et il est d'autant hmm. plus simple qu'on l'a compris, donc on l'a intégré. Et je pense bon, c'est un autre débat, mais je pense qu'on devrait intégrer dans les écoles dès le plus jeune âge et même voilà des cours pas forcément dans les détails, mais adaptés au public sur la nutrition et ça, ce serait un point positif, je pense, sur comment s'alimenter par la suite, quoi. Mais bon, on pourrait en parler des heures. Non, non, mais tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un point positif, c'est juste un point indispensable. C'est-à-dire qu'on apprend à nos enfants à compter les maths, on apprend à écrire le français, etc. Et c'est très bien l'anglais. Par contre, malheureusement, c'est aujourd'hui la plupart des industries et des médias qui leur apprennent à manger quelque part à travers toutes les influences qu'il y a. Donc, bien évidemment, encore une fois, d'avoir le discernement, c'est-à-dire la connaissance pour faire ses propres choix, pas forcément en tant qu'enfant, mais peut-être à l'âge adulte. Et ça, c'est pareil, ça a été bien objectivé. C'est-à-dire, ce qu'on met en place chez l'enfant va avoir des répercussions sur les comportements alimentaires à l'âge adulte. C'est indispensable. Donc, c'est même une priorité, clairement. Mm. Ouais. Écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure le podcast et éventuellement dire où on pourrait retrouver un petit peu les travaux que tu fais.
Et ben déjà, le mot de la fin, ça sera un merci pour ce temps d'échange et tes questions qui étaient très intéressantes parce que même si les questions que je peux souvent entendre, c'est voilà, on a quoi, 1 heure de temps ensemble. Je trouve que tu as abordé des sujets très vastes et donc merci pour ça, c'est très intéressant pour moi. Où on peut me retrouver j'ai un blog qui s'appelle santénutrition.com. J'ai un compte Instagram sur lequel je ne suis pas beaucoup, mais voilà, vous pouvez suivre les actualités de temps en temps. J'ai aussi écrit 2 livres l'année dernière, un qui s'appelle Du bon sens dans notre assiette, qui est plutôt ouvert à tous les publics, qui a été publié chez Actes Sud, et le traité de la pleine santé, qui lui est plus scientifique, et est publié chez Duno. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, pourquoi pas dans les formations, j'en parlais tout à l'heure. Et tout ça, c'est disponible sur le blog en termes d'informations. Voilà. Ça marche. Je mettrai dans la description du podcast les liens pour retrouver un peu ce que tu proposes. Et c'est à mon tour de te remercier d'être intervenu sur le podcast. Tes réponses étaient très pertinentes, très enrichissantes. J'espère que ça va interpeller et servir ne serait-ce que quelques détails aux auditeurs. Donc voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.